Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs de Zouk TV, vous qui regardez l'émission, écoutez pour comprendre. Merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons écouter quelqu'un que vous connaissez dans le panel, je dirais politique, mais surtout dans le domaine de l'eau. Nous avons ferraillé pendant des années, et beaucoup d'années, et que pour certains, lorsqu'on parle de nous deux, ils ont l'intention ou l'impression que nous serons sur un plateau avec un bec-mer, un rasoir, un coup de plat, enfin, des choses qui sont indignes de deux hommes. Nous avons souvent débattu, souvent nous n'avons pas été d'accord, mais on s'est toujours écouté, on a toujours compris et on a eu des résultats positifs pour la Martinique. Monsieur Bakit, bonsoir. Bonsoir, Laurent, et bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Dire que je suis toujours très heureux de me retrouver sur ce plateau et encore davantage en ta compagnie. Merci. Et j'en profite pour dire que nous avons toujours échangé avec vigueur, mais les relations personnelles n'ont jamais été entachées. Jamais. Et c'est ainsi que nous interprétons le débat. Et c'est du choc des idées que normalement devrait jaillir la lumière. Normalement. Et comme on dit, on n'utilise pas le mot combat. Nous avons été dans un domaine où il n'y a pas d'adversaire, de nombreuses victimes. Absolument. Tu as reçu des coups, j'en ai reçu. On n'a pas fini d'en prendre. L'important pour nous, c'est de voir les résultats que nous obtenons. Les résultats sur le terrain. Aujourd'hui, on est donc en 2021. On a encore eu de la chance d'être présent. Une fois où on a échangé durement, on s'était promis une chose. Avant de passer dans l'au-delà, puisqu'on était à Odyssée, avant de passer dans l'au-delà, qu'on voit les changements. Tu te souviens de cette époque? Tout à fait, tout à fait. Mais enfin, les gens ont toujours tendance à penser que quand il y a virulence dans les échanges, c'est qu'il y a adversité. Pas du tout. C'est tout simplement quand il y a des arguments très forts, quand il y a des convictions très profondément enracinées, et bien on les exprime avec vigueur. Ça n'enlève rien aux relations amicales qu'on peut avoir avec celui-ci ou celui-là. C'est un petit peu mon mode de fonctionnement et par conséquent, je fais toujours la part des choses entre le combat des idées, il faut bien utiliser le mot combat, mais pas d'adversité. Il n'y a pas d'adversité. Pas d'adversité. Yvon, lorsque nous avons dénoncé la problématique de l'eau, de la qualité de l'eau, on avait pris pour des fous. Nous sommes partis de ce document, La mort à petite dose. C'était l'unique et le seul document scientifique qu'on avait à l'époque, avant les radios libres, qui nous a permis de voir ce que c'était que les organochlorés. Et nous avons, de par mon métier, on s'est dit, attends, c'est pas possible, on ne peut pas filtrer au sable, on a chloré, et dire que nous avons retiré les produits chimiques. Et le premier combat que nous avons mené, c'était sur le café. Bien sûr. Alors, café, aujourd'hui n'existe plus. Alors, on l'a fermé. En fait, Caféière avait une production très faible, très limitée. Et quand nous avons... Parce que, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que les acteurs de l'eau que nous sommes, les producteurs, distributeurs d'eau, ont une réglementation qui encadre leur activité. Et cette réglementation, tu es bien placé pour le savoir, mieux que quiconque, c'est qu'on nous impose la recherche d'un certain nombre de molécules. On nous dit, voilà, écoutez, pour que votre eau soit potable, il faut qu'elle respecte un certain nombre de normes. Et les normes sont dictées. Et d'ailleurs, les contrôles qui sont effectués le sont par un organisme tout à fait neutre, c'est un organisme d'État, l'ARS en particulier. Et par conséquent, pour nous, une eau est bonne quand elle est potable. Alors c'est vrai qu'avec l'évolution de la connaissance, et je dois dire aussi avec l'action des hommes d'alerte dont tu fais partie, vous réclamez toujours depuis très longtemps la recherche d'autres molécules. Oui. Et votre combat, c'est pour faire évoluer la réglementation. Donc un combat que nous respectons et qui est utile d'ailleurs. Faire respecter la réglementation d'une part, mais faire évoluer la réglementation. Donc ton action, c'est pour faire évoluer la réglementation. Mais factuellement, un producteur d'eau Odyssée, quand je représente, son rôle n'est pas de faire évoluer la réglementation, mais de la faire respecter. Bien évidemment, dans d'autres instances,
Nous sommes à l'Assemblée nationale, partout, le Parlement d'ailleurs, même les règlements qui sont édictés par les autorités. Ce combat est utile pour faire évoluer la réglementation. Mais au niveau des producteurs d'eau, nous, c'est le respect de la réglementation. Et je rappelle encore que nous sommes soumis à des contrôles très rigoureux. C'est le produit alimentaire, on le dit très souvent. L'eau, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. C'est contrôlé, c'est le produit alimentaire qui fait l'objet des contrôles les plus approfondis. C'est vrai, tu as tout à fait raison, qu'il y a des molécules dont la nocivité n'est connue qu'après un certain temps. Et par conséquent, il faut s'adapter. Alors, tu as parlé de caféière, c'est vrai, quand le problème s'est posé de la qualité de l'eau venant de la chlordécone pour prendre cette molécule, nous avons immédiatement mis en place un dispositif, n'est-ce pas, au charbon actif, pour piéger. Au charbon poudre, pour piéger cette molécule. Et finalement, ça représentait très peu dans notre volume de production. Et finalement, à l'époque, nous l'avons fermé tout simplement parce que nous n'avions pas besoin de ces volumes-là, tout en étant, n'est-ce pas, satisfaits du dispositif que nous avions mis en place permettant de piéger ces dites molécules. Alors, dans ce que nous avons eu comme parcours, nous avons, à l'époque c'était la DAS, aujourd'hui c'est l'ARS. En 1994, ils ont sorti ce document. Et dans ce document, on est parvenu à faire entrer le niveau de matière fécale que l'on buvait à l'époque. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui, on a vu, nous avons pu faire écarter ce niveau de matière fécale dans le robinet. Et on a continué à progresser. À votre niveau, à Odyssey, parce que vous êtes une régie. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais pour reprendre ce que tu disais, tout le monde a connu le docteur Pierre Aliker, qui a été pendant de très longues années le premier adjoint d'Aimé Césaire à la tête de la ville de Fort-de-France. Alors, ces deux hommes sont arrivés au début, juste après la guerre. Césaire, mais Aliker était premier adjoint quelques temps après, puisqu'il y a eu quelques péripéties que je ne vais pas rappeler. Mais l'un des principaux combats, le docteur Aliker, qui travaille avec moi sur ce truc-là, l'un des principaux combats, rappelait-il souvent, c'était la qualité de l'eau. C'était un médecin, un soignant. Et il nous rappelait souvent le nombre de morts qu'il y avait à l'époque en raison de la mauvaise qualité de l'eau, le choléra notamment. Et la typhoïde. Choléra, typhoïde, bilharzie, bref. Et donc, Césaire, qui était un enseignant, menait le combat de l'éducation. Ouais, sur la ville de Fort-de-France, le développement des écoles, des crèches. Et Aliker menait le combat de la santé puisque c'était sa spécialité. Et il avait pris à bras le corps le problème de l'eau. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, puisque tu as dit que nous sommes une régie, à l'époque c'était une décision politique. C'est-à-dire, Césaire a dit que l'eau qui conditionne la santé, le produit alimentaire par excellence, il fallait que nous en ayons le contrôle. Et pour cette raison qu'il avait à l'époque seule commune, il n'y a pas très longtemps, c'était encore la seule commune de toute la Martinique qui avait décidé politiquement de prendre le contrôle de la gestion, d'une manière générale, de ce lot. Prendre le contrôle, ça ne veut pas dire qu'il faille exclure les compétences techniques nécessaires à la gestion de l'eau. On faisait appel à des experts internationaux, aux grands groupes internationaux qui sont encore là pour apporter l'expertise technique. Mais le contrôle politique de l'eau, c'est elle qui a considéré que ça devait rester dans le domaine de la ville. C'est pour cette raison d'ailleurs que dès le lendemain de la guerre, la régie, le choix de la régie a été opéré par ces deux hommes, dont on ne peut pas douter, n'est-ce pas, de leur souci de la santé des Martiniquaises et des Martiniquais. Donc c'est cela. Donc très tôt, nous avons appliqué les dispositifs qui étaient techniquement connus, en fonction des connaissances de l'époque, pour progressivement améliorer la qualité de l'eau distribuée dans les robinets. D'ailleurs, il faut rappeler que les réseaux de distribution d'eau potable n'existaient même pas. Non. Ça n'existait même pas. C'était la fontaine. C'était la fontaine où on se rendait avec son seau. Son seau en galva. En galva, voilà. En métal. Absolument. Et puis des belles combats pour la fontaine, là. Absolument. Donc il y avait de l'eau et du sang. Absolument. Ah oui, on s'en souvient. Il y avait beaucoup de sang à l'époque. Il n'y avait pas d'eau dans le sud non plus, avant que Jean-Joseph ne décide, etc. Donc c'est véritablement une histoire très récente. C'est très récent, l'épopée de l'eau. Alors l'histoire de cette eau, nous la retrouvons dans ce document. C'est dommage
que nos ingénieurs ne sortent plus de documents de cette qualité. Et ça nous a permis, à partir de ces éléments-là, de bien comprendre le processus et comment circule l'eau dans notre île. Et les choses ont évolué, les choses ont changé politiquement. Et on s'aperçoit d'une chose, dans certains domaines, on est comme à la case départ. Très peu de domaines peut-être. Prenons l'exemple des tuyauteries. Les installations sont vieilles de plus de 70 ans. Pour certaines d'entre elles, certainement. Ouais. Bon. Nous avons insisté, ferraillé fort pour qu'on puisse remplacer ces tuyauteries. On a fait la démonstration des biofilms à l'intérieur de ces tuyauteries. Et comme à l'accoutumée chez nous, il faut toujours se battre inutilement pour faire avancer une chose. Très bien. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, je ne parle que pour Odyssey. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, certaines canalisations sont très vieilles. 70 ans, 60 ans, 50 ans, sachant que certaines de ces canalisations avaient une durée de vie estimée et évaluée au moment de leur pose à 60 ans. C'est encore le cas. 60 ans, c'est la durée de vie estimée. Mais là où tu as raison, c'est que compte tenu de notre géologie, de l'agressivité de notre eau. L'agressivité de notre eau, mais surtout de nos sols. Oui, aussi, les deux côtés. La microsismicité, les inondations, les glissements terrains font que les canalisations qui, dans l'Hexagone par exemple, peuvent durer sans problème 60 ans, chez nous, ces canalisations souffrent davantage. Et certaines ont du mal à atteindre la durée de vie théorique qui leur avait été assignée. Et tu as tout à fait raison d'indiquer qu'encore à la date d'aujourd'hui, il faudrait d'un vaste chantier pour l'ensemble de la Martinique. Oui, toute la Martinique. Toute la Martinique. Et ça représente quand même des investissements considérables. Il faut qu'on ait de véritables plans Marshall. D'ailleurs, tu l'as souvent dit, mais nous le disons aussi. Un vaste plan pour le renouvellement. Bien sûr, ça ne peut pas se faire en une année. C'est pluriannuel. Il faut d'une programmation sur plusieurs 15, 20, années 30 ans. pour remplacer progressivement, pour renouveler progressivement. Et il ne faut pas le faire par petits bouts. Un exemple. Quand vous avez une casse ici, et vous vous contentez de remplacer la casse, au lieu de remplacer toute la canalisation, eh bien la pression qui s'exerçait là va s'exercer un peu plus loin. Et dans quelques temps après, vous avez encore une fuite. Donc c'est un problème très important d'ailleurs. J'en profite pour le rappeler. Serge Letchimy, à l'époque où il était député, pas député, il l'est encore, mais quand il était plutôt président de la région, il avait obtenu, c'est Ségolène Royal qui à l'époque était donc ministre de l'écologie, et il avait obtenu à l'époque de la présidence de François Hollande. Et Serge Letchimy avait obtenu le principe du renouvellement étalé sur plusieurs années de l'ensemble des canalisations. Le chiffre qui avait été annoncé à l'époque, je me souviens, c'était autour de 300-400 millions. 300-400 millions d'euros. Ségolène Royal avait donné son accord de principe pour planifier ça. En fait, tu es au courant. Alors, il se trouve que, Ségolène Royal n'est plus ministre de l'écologie, François Hollande n'est plus président de la République, et Serge Letchimy n'est plus président de la région. Mais ce n'est pas parce que les hommes sont appelés à d'autres responsabilités qu'il faut oublier les idées qu'ils avaient portées et qu'ils demeurent d'une brûlante actualité. Et comme tu poses cette question aujourd'hui, la question des canalisations est encore d'actualité. Il faut absolument que nous puissions nous mettre d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de divergence à ce niveau pour opérer le remplacement de l'ensemble des canalisations. Ça conditionne un indicateur que nous connaissons tous, ça s'appelle le rendement réseau. Oui. Et quand on regarde le SDAGE, ce fameux document de planification de l'eau, le SDAGE fixe le niveau à atteindre pour le rendement réseau, fixe le niveau à 85%. C'est-à-dire que quand vous fabriquez, quand vous potabilisez, vous traitez 100 litres d'eau, on ne peut tolérer que 15% de pertes, parce qu'il y a nécessairement des pertes. Il y a nécessairement des pertes, c'est souterrain, il y a des... Bon. Mais 15%, quand vous atteignez 15% de pertes, et donc vous avez un rendement de 45%, c'est très bon. D'ailleurs, dans l'Hexagone, c'est le même taux qui est maintenu. 85%, bien sûr, il y a des régions qui vont bien au-delà des 85%. Mais la norme, malheureusement, ici, pour les raisons que nous avons indiquées il y a quelques instants,
notre taux moyen de rendement réseau en Martinique est de l'ordre de 60%. Ce qui fait que nous avons encore beaucoup à faire. Et les derniers kilomètres sont les kilomètres qui coûtent le plus cher. Pour passer de 60 à 70, ça peut encore aller, mais pour passer de 70 à 80%, là, ce sont des sommes considérables qu'il faut investir. Donc le rendement réseau, le renouvellement des canalisations constitue d'ailleurs, c'est figure dans les âges également, hein, le rendement réseau, constitue l'un des objectifs que tout un chacun devrait porter et que tout un chacun devrait inscrire d'ailleurs dans ces programmes, dans ces projets. Dans ces programmes-là, là où nous regrettons énormément, c'est de voir qu'il y a toujours une politique politicienne sur la question de l'eau. Et j'irai plus loin, il y a une dictature tropicale qui s'est installée. Il suffit de voir ce qui s'est passé pour 83 mètres de tuyaux à Séguino. C'est impensable dans un pays qui se respecte. C'est un produit qui est destiné à tout le monde, peu importe votre situation financière. Vous vivez en Martinique, vous buvez de l'eau, que soit côté ou pas de l'eau. Quand on voit à droite à gauche dans différents pays comment c'est difficile de pouvoir obtenir de l'eau, nous n'avons pas de problème d'eau en quantité ici en Martinique. Tout à fait. Et nous constatons que nous avons des personnes qui s'amusent avec ça et qui ne respectent pas la population. Sans compter nous pas pour ni politique. Sans compter normalement, chez les qui m'ont commencé, il partit en l'autre cabine, il a continué. Eh bien, nous ne comprenons pas ça. À votre niveau, concernant justement Séguino, alors, quel est votre avis, vous, en tant que président d'Odyssey? Alors, tout d'abord, une observation générale. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel on constate que la politique politicienne, comme tu dis, prend le pas sur la politique tout court. Sur la politique, c'est la mission noble. La mission noble. C'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour l'eau. Dès lors qu'il y a une question d'une très grande sensibilité pour la population, eh bien, certains responsables, certains hommes politiques ont tendance à chercher à confisquer cette idée en pensant, malheureusement à tort, je le dis, en pensant à tort qu'ils auront une écoute beaucoup plus attentive de la population. La population a mûri et la population est beaucoup plus responsable parce que mieux informée par des gens comme toi notamment. Merci. Et puis surtout, elle écoute pour comprendre. Elle écoute pour comprendre. Et c'est d'ailleurs le thème de écouter pour comprendre. Le sujet, bien sûr, peut paraître complexe, mais les usagers ne se posent pas toutes questions. Ils se disent, écoutez, il y a de l'eau dans la nature, il y a de l'eau chez nous, pourquoi il n'y en a pas dans le robinet? Et ils s'aperçoivent, tu as tout à fait raison, de constater que certains en font abusivement un sujet de politique politicienne. Alors je le regrette, mais c'est un sujet que tu maîtrises certainement mieux que moi, parce que je t'ai souvent entendu traiter de cette question, mieux que moi, mieux que beaucoup d'autres. Donc je partage les points de vue que tu as développés à ce sujet, parce que ce sont des points de vue qui mettent au centre les intérêts des usagers. Parce que tout le monde sait que l'eau venant du nord alimente le sud et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sud. Pour ne dire qu'il n'y en a pas du tout. L'eau que nous consommons vient essentiellement du nord et du centre. On connaît les rivières, la rivière Lacapo, la rivière du Musée pour d'ici, la rivière La Lézarde, bref, la rivière Blanche, Saint-Joseph. L'essentiel de l'eau que nous consommons dans le robinet, ça vient après traitement, bien sûr. De nos rivières. De nos rivières à 94%. Il n'y a que 6% d'eau souterraine. D'ailleurs, il faudrait que nous progressions en la matière. Mais nous avons beaucoup d'eau dans les rivières toute l'année. On n'a pas de problème de ressources en Martinique. On ne devrait pas avoir de problème de ressources compte tenu de l'abondance des eaux et du nombre de rivières. Donc on ne devrait pas avoir de problème. Les problèmes viennent du fait d'une gouvernance et d'une organisation, dirait-on, qui n'est pas optimale, pour ne dire que cela. Et par conséquent, nous ne devrions pas, je te comprends, j'étais souvent entendu dire qu'il n'est pas normal que pour 83 mètres de tuyaux, que la population du centre... 12 ans. Donc c'est vrai, c'est difficile à comprendre. Les solutions techniques sont là. Tout est là, l'argent est là, tout est là. L'argent est là, les solutions techniques sont là. Il n'y a pas de raison objective, technique, pour que tout le centre de la Martinique et le sud de la Martinique soient ainsi traités de manière aussi odieuse, c'est-à-dire pas d'eau. On sait bien que l'eau, c'est la vie. Faut-il rappeler
à ceux qui nous écoutent que le corps humain est composé de 70% d'eau. Et par conséquent, dès lors que cette eau-là n'est pas renouvelée, on parlait de renouvellement des canalisations, le corps humain est constitué de plus de 70% d'eau. Si cette eau-là n'est pas renouvelée par l'eau que nous buvons et par l'eau que nous rejetons, eh bien on ne peut pas rester en vie. Donc c'est un élément clé de la santé de l'humain et d'ailleurs de la santé de tous les organes vivants, de tout ce qui relève de l'organique. Et par conséquent, on peut s'étonner que cet impératif, j'appelais ça, que cet impératif sanitaire ne soit pas compris, que les enjeux sanitaires ne soient pas compris à leur juste niveau. Et bien sûr, je salue le combat que tu mènes pour que les Martiniquais ne soient pas ainsi privés de cette substance indispensable à la vie tout simplement et à leur santé. Alors tu parles de rejet. Tout ce que nous buvons est rejeté. Oui. Ce rejet, il est traité. C'est l'assainissement. L'assainissement. Tout à Et fait. nous constatons une chose, nous avons et vraiment, c'est un drame, notre assainissement ici. On a l'assainissement collectif, Oui. que les villes, les stations d'épuration et autres. On a l'assainissement des fosses septiques. Pratiquement plus de 80% du bâti, c'est sur des fosses septiques. Mais on a aussi l'assainissement industriel. Oui. Bon, là encore, nous nous battons pour changer les choses. Et on se heurte, des fois là, tout dernièrement, on s'est heurté face à un homme qui ne comprenait pas ce que c'est que l'assainissement. Lui, il veut une station, il veut trouver sur la planète une usine qui traite de tout ce qui est rejet d'un abattoir à poulet. Je pose la question, l'aurait fait cochon. Il faudra une usine à cochon. Il faudra une usine à pétade. Or, on lui présente une usine qui donne un niveau de rejet très important et de très bonne qualité. Au surplus, l'eau qui sort peut être transférée dans une centrale à béton juste à côté de chez lui. Mais c'est compliqué de lui faire rentrer dans le crâne. Voilà les documents, voilà les analyses. Voilà, il ne comprend plus rien. Et ça, on a eu, vous avez été victime de cette affaire, on a eu beaucoup de stations d'épuration, ce qu'on appelait les micro-stations dans les lotissements qu'on vous a laissé sur les bois. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait vrai, mais peut-être qu'il faut rappeler la répartition des responsabilités. Normalement, les micro-stations qui sont dans les lotissements relèvent du domaine privé. Oui. Les micro-stations sont considérées comme de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire comme des fosses septiques. C'est ça. Et les J'ai en opérateurs... fosse acceptable. Voilà, donc ça relève du privé, comme la fosse que vous avez chez vous, etc. C'est ce qu'on appelle l'ANC, assainissement non collectif. Les opérateurs que nous sommes d'ici, nous avons la responsabilité de traiter l'assainissement collectif, c'est-à-dire les tuyaux qui sont branchés, n'est-ce pas, chez les particuliers. Nous drainons les eaux usées jusqu'à une station, donc ce qu'on appelle le réseau d'égout. Donc la responsabilité de traitement d'eau d'ici, c'est l'assainissement collectif. Seulement, concernant l'assainissement non collectif, c'est-à-dire les fosses septiques, les microstations, nous avons une responsabilité de contrôle. Oui. De contrôle et d'injonction. De police. De police. Et nous demandons en particulier, attention, vous avez là une fosse septique qui ne fonctionne pas bien et on vous donne, n'est-ce pas, un délai. On signale aux mairies, parce que les mairies ont également une compétence en matière de salubrité publique. Et par conséquent, nous signalons techniquement. Nous ne sommes pas là pour faire la police pour PV, mais nous informons. Alors, nous avions la possibilité, parce que c'est très récent, ça fait à peine une dizaine d'années, que l'assainissement non collectif a été intégré dans la sphère publique, pour la partie contrôle. Et nous avions la possibilité de décider de contrôler et de traiter, et de mettre aux normes. Mais nous avons considéré qu'il ne fallait pas nous mettre en concurrence avec les petites entreprises privées qui, elles, peuvent intervenir pour la mise aux normes de ces fosses septiques. Donc pour ne pas faire une concurrence déloyale aux petites unités, ce sont des artisans le plus souvent, nous nous sommes limités au niveau de la CACEM, au niveau de d'ici, concernant l'assainissement non collectif, c'est-à-dire l'assainissement individuel, les fosses septiques, nous avons opté pour une responsabilité de contrôle. Donc nous gérons l'assainissement collectif, mais pour le non collectif, c'est du contrôle. Mais tu as tout à fait raison, le gros risque pour l'environnement ne réside pas dans l'assainissement collectif, même s'il y a encore beaucoup à faire. Oui.
Il y a encore beaucoup à faire. C'est contrôlé. Nous avons des réseaux. Quand il y a une fuite, c'est contrôlé d'ailleurs par les autorités, par l'ARS, etc. Par contre, le non-collectif, c'est la catastrophe. Tout simplement parce que les normes évoluent, mais il n'y a pas un contrôle. C'est-à-dire que nous avons fait le contrôle sur l'ensemble de la CACEM. Quand vous constatez qu'il y a 90%, plus de 90% des fosses septiques qui fonctionnent mal, vous allez sanctionner 94% de la population. Enfin, la population qui est raccordée, enfin, qui a des fosses septiques. Donc, autrement dit, premièrement, énormément, un pourcentage très important de ces fosses septiques dysfonctionnent parce que les règles de maintenance ne sont pas observées, les vidanges ne sont pas effectués à la fréquence imposée par la réglementation, mais ce n'est pas le plus compliqué. Les normes ont beaucoup évolué. Oui. Et quand vous dites en particulier, écoutez, madame, il faut mettre aux normes votre fosse septique. D'accord, on fait un devis, 10 000 euros. Il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas la possibilité de sortir 10 000 euros pour refaire, etc. Donc c'est pour cette raison qu'il faut mettre en place un dispositif beaucoup plus aidé. D'accompagnement beaucoup plus important, venant de la CTM, venant des mairies, venant de l'État. Bref, le problème que nous posons ici, c'est également valable sur l'ensemble de l'Hexagone. Oui. C'est-à-dire que l'assainissement non collectif, les fosses septiques ne font pas l'objet de financement adéquat. Ce qui fait qu'on se regarde, et je disais tout à l'heure que l'impact sur l'environnement est le plus, n'est-ce pas, péjoratif comparé à l'impact que nous pouvons observer concernant l'assainissement collectif qui fonctionne relativement bien, mais qui n'est pas bien évidemment étendu sur l'ensemble du territoire. Et à ce propos, je tiens à saluer le combat qu'on a mené. C'était vraiment un coucher-poignet. Nous sommes parvenus avec les vidangeurs qui ont vidangé dans la nature. La CACEM a installé, et ton impulsion, un dispositif à la décharge de la trompeuse. Tout à fait. Pour pouvoir pré-réceptionner les villages et ensuite les traiter dans la station. Tout à fait. Bon. Et là encore, on a de grosses catastrophes. Nous continuons à avoir des camions qui sont identifiés, qui déversent n'importe où dans la nature, alors que ces chauffeurs ou ces entreprises ont fait payer. On fait payer le client. Et là encore, nous profitons de l'antenne pour dire, mais il est urgent de mettre définitivement cette fiche de traçabilité pour savoir d'où est sorti ce qu'on a ramené sur le site, à quel moment il a été déversé et comment il a été renvoyé vers la station. Et ce n'est qu'à partir de là que le client paye. Tu as tout à fait raison, il faut faire évoluer la réglementation en la matière. Les usagers, les particuliers ne savent pas qu'ils ont une responsabilité de leurs déchets jusqu'au lieu, jusqu'à la destination. C'est-à-dire que si un vidangeur vient chez vous, qu'il vidange votre fosse septique et qu'il lâche la matière dans une rivière, le propriétaire est co-responsable de cette situation. Donc tu as tout à fait raison de préciser qu'on est responsable de la matière jusqu'à sa destination, ou doit être une destination conforme à la réglementation. Malheureusement, ce n'est peut-être pas le cas le plus fréquent, mais ça existe encore. Il y a toujours des gens peu honnêtes. Il y a encore des compères lapins. Des compères lapins. Mais le problème, c'est qu'ils font ça la nuit. Ils nous disent, ils font ça la nuit. Il y a ceux qui le font de jour. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, quand ça se fait de jour. Il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Quand ça se fait de jour et qu'on relève le numéro, on fait un procès verbal. Souviens-toi, je t'avais interpellé. Il y a en plein cité d'Ilon Tout à fait. Qui était en train de vidanger. J'ai fait des photos, tout. Je t'ai envoyé. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu après. Mais enfin, les gars n'ont pas de scrupules, n'ont pas d'état d'âme. Hein. Alors, effectivement, il y a deux process qui sont utilisés par ces malins. Oui. C'est vrai que nous avons installé une installation très moderne d'ici, à la trompeuse, en leur disant, vous venez avec vos camions, on pèse, vous vidangez et nous assurons le traitement de ces matières de vidange. Mais il y a deux types de malins. Il y a les très mauvais qui balancent ça la nuit dans les rivières, mais il y en a d'autres qui font quoi? Ils soulèvent les bouches d'égout et ils balancent ça dans notre réseau collectif. Ils ne payent pas. Alors, c'est un manque à gagner. Mais c'est un problème technique parce qu'ils vous engagent là-bas. Mais bien sûr, c'est un problème technique parce que ces matières-là n'ont pas la même consistance que les matières qui arrivent dans les stations. Et de toute façon, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, c'est peut-être l'occasion de lancer un appel
à ceux qui se livrent à ce genre de manipulation, leur demander d'arrêter parce que les sanctions existent et sont possibles. Ce qu'il convient de faire, mais c'est très difficile, on ne peut pas mettre un policier, un contrôleur au niveau de chaque bouche d'égout et en principe la nuit. C'est une question de civisme et de citoyenneté, on le voit dans les déchets également. C'est pas compliqué, ils vont. Magabon tape plan, Gabon calotte, il y a tous les réseaux sociaux. Oui. Donc lorsque les gens passent, voient des camions, il faut signaler. Il faut prendre des photos et puis c'est tout. Voilà. Parce qu'il ne doit pas le faire. Il ne doit pas venir vidanger là. Mais là, tu demandes aux citoyens d'être responsables. Mais nous recevons des photos. Hein. Oui. Les citoyens nous disent, j'ai reçu, les gens m'appellent, je n'ai pas écouté, j'ai voici le numéro du camion, le camion qui déverse dans votre bouche d'égout. Et là, on agit. Et puis il y a la deuxième chose encore, puisque tu parles de cela. Pour les déchets, j'en profite puisqu'on parle. Là aussi, c'est l'occasion de lancer un appel aux entreprises qui font du nettoyage. Et quand elles ont besoin de l'eau, qui vont dans les bons d'incendie. Qui viennent se brancher sur les bons d'incendie. Là aussi, il faut leur dire d'arrêter de faire ça. Il y a des tickets pour ça. On a mis en place là aussi un distributeur d'eau avec une carte. Vous allez du côté de la trompeuse, vous mettez votre carte et vous payez l'eau. Quand vous vous mettez sur la bouche d'égout, vous volez l'eau, il faut le dire. Hein. Non seulement vous volez l'eau, mais il y a un risque sanitaire. S'il y a un reflux, oui. Vous branchez votre voiture d'eau, votre voiture qui est chargée de ramasser des déchets, vous branchez ça sur la bouche à incendie. Heureusement, l'eau ne peut pas revenir, mais c'est une manipulation qui n'est pas acceptable. Et il faut profiter de l'antenne déjà pour dire à ceux qui le font. J'ai intercepté il n'y a pas très longtemps un qui faisait ça, il dit, mais non, écoutez, monsieur, vous ne savez pas que c'était... Il m'a dit, mais non, je prends juste quelques litres parce que je dois terminer un travail, etc. C'est facile, hein? C'est très facile. Donc tu as tout à fait raison. Donc on fait appel au civisme des gens. Premièrement, les matières de vidange venant des fosses septiques, on a mis en place un dispositif qui nous a coûté bien cher. Utilisez le dispositif, c'est à la trompeuse, vous allez, etc. Ces matières sont traitées. Et donc, l'environnement est sauvegardé. J'en profite d'ailleurs de l'antenne de Zouk TV pour rappeler, on va me dire Césaire, pour parler de Césaire. Son dernier mandat de 1995 à 2001, je t'ai dit que l'une de ses premières décisions après la guerre, quand il était arrivé en mairie, c'était de commencer à travailler sur l'assainissement et l'eau potable, en créant une régie. Eh bien, l'une de ses dernières décisions, avant de quitter la mairie, c'était de transférer toutes les matières qui arrivaient à la Pointe-Simon. Dans l'usine qui est là. L'usine qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passait avant? Les matières arrivaient à cette usine. Il y a un dispositif d'aspiration Gandillon. Il y a peut-être 2-3 systèmes au monde qui fonctionnent comme ça. Parce que le niveau des terres civiles est en dessous du niveau de la mer et l'eau ne s'écoule pas. Donc, il y a un système sous vide, ça s'appelle un réseau Gandillon. Il y en a peut-être au moins 2 ou 3 qui fonctionnent encore dans le monde. Mais j'ai visité l'usine flambant neuve. Flambant neuve, parce que les agents entretiennent ça comme un élément de patrimoine, c'est bichonné, etc. La même installation depuis la guerre, depuis les années 40. Ça fonctionne bien. Mais une fois que les matières sont arrivées sur place, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Ça, c'est un dispositif qui collecte les eaux usées, mais ça ne les traite pas. Non. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Il y avait ce qu'on appelle un émissaire, un gros tuyau qui allait peut-être à plusieurs centaines de mètres et qui descendait à près de 100 mètres, et ça jetait. Césaire a dit qu'il faut faire progresser cela, parce que pour la santé, même si les courants emportaient les matières au large, mais il a souhaité, tu sais ce qu'il a demandé de faire, et les gens ne sont pas au courant. Et bien quand les matières arrivent à la Pointe-Simon, ça n'est plus rejeté dans la mer par les viscères, c'est renvoyé jusqu'à Dillon. Oui. Et pour renvoyer jusqu'à Dillon, vous ne savez pas où ça passe. Ça passe sous la savane, ça passe sous le port, ça arrive derrière le port, là, Grant, Belle-Étoile, ça monte la côte, la cité Grande, ça passe sous la rivière, madame, plutôt monsieur, ça passe sous la rivière. Pour aller dans la station. Tu te rends compte? Sous la rivière pour aller de la station du Nord. C'est un chantier colossal. Et il a souhaité, et j'ai peut-être une photo, quand nous avons mis en service le dispositif, il avait déjà plus de 80 ans, il a tenu à se faire photographier sur la station. Il montait l'échelle là, nous faisons photo parce qu'il tenait à ce que
ça soit fait avant qu'il ne quitte la mairie. C'est vraiment fondamental et c'est symbolique de l'effort qui a été fait par cette équipe et l'effort qu'il convient de faire aujourd'hui pour continuer à travailler dans le sens de la santé des populations. Et c'est pour cette raison que je salue ton action, puisque ça se situe dans cette droite ligne. Les eaux usées, l'eau potable usée, ce sont des éléments qui sont véritablement très impactants pour la santé des gens qui vivent sur ces territoires-là. Ça revient dans notre assiette. Ouais, ça revient dans notre assiette. Alors, ce sera la transition pour le deuxième volet de notre émission. Mais avant d'y arriver, là, nous sommes sur un gros chantier. Oui. Là, nous sommes en plein carême. Bon, on a deux avantages dans ce carême. C'est qu'on a une population qui a diminué. Donc, comme c'est consommation moindre sur le secteur KSM. Bon, il reste à faire les réparations des fuites. Oui. Et tant qu'on n'a pas réparé les fuites, ça ne va pas se calmer. Et on a cette absence d'eau à la Dura. Cette absence D'eau. Oui. D'eau brute à la Dura. D'accord. Quand on regarde la cartographie de la Martinique, côté Atlantique, on a un gros déversement d'eau. Côté Caraïbes, on a aussi un déversement d'eau. Mais côté Caraïbes, nous n'utilisons pas cette eau. Et l'idée nous est venue de voir avec vous, de voir avec la SME, de voir avec la DA et autres, pour qu'on puisse prendre de l'eau de Saut-Gendarme à Font-Saint-Denis pour ramener à Saint-Joseph. Soit en passant par la route vicinale, soit en passant, pour plus économique, dans la forêt. Ça repousse très très vite. Alors, c'est une excellente idée. Politiquement, est-ce que l'accompagnement est là? Politiquement, c'est un projet qu'il faut porter à côté d'autres projets. Ça pose le problème de la répartition spatiale des eaux brutes avant traitement et des unités de traitement sur l'ensemble du territoire. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'essentiel de l'eau vient du nord. Pourquoi nous avons des problèmes au niveau de la sécheresse? Les gens nous disent, mais de l'eau qui est tombée en Martinique, stockée. Oui. Alors les gens voient plein de réservoirs. Ils nous disent, mais remplissez les réservoirs, comme ça nous allons passer carrément là. Alors ça qu'il faut dire aux gens, ils le savent, mais peut-être qu'il faut le répéter. 3 jours, une semaine sans eau, on ne peut pas livrer de l'eau parce qu'on ne peut pas conserver l'eau potabilisée plus de 3 jours. C'est-à-dire que les réservoirs que vous voyez, l'eau qui est stockée dans les réservoirs, l'eau après traitement, l'eau potable, ne peut pas être conservée plus de 3 jours. Donc c'est une production, une distribution continue. Et si vous avez une sécheresse, s'il n'y a pas d'eau dans les rivières pendant 3 jours, et bien vos réservoirs, ça sèche. Et vous êtes dans une situation de sécheresse. Alors, pour revenir à ton idée, pourquoi je ne suis pas parti d'aussi loin? Comme on ne peut pas stocker l'eau après traitement, le bon sens nous invite à quoi faire? Avoir de l'eau brute en permanence. Il faut essayer de le stocker avant traitement. Oui, c'est tout. Donc comme l'eau brute disparaît, il ne pleut plus, il n'y a plus d'eau brute. Donc l'idée c'est de stocker les eaux brutes. Alors soit comme à la Manzo, Oui. mais à la Manzo c'est pour les agriculteurs. Et puis on n'a pas d'espace pour ça. Voilà, on n'a pas d'espace pour ça. Quand vous stockez l'eau brute, vous faites des retenues d'eau, il y a des problèmes de moustiques, des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de barrages à consolider, il y a des risques. C'est pour cette raison l'idée de mettre une canalisation partant de là où il y a beaucoup d'eau et ramener ça jusqu'à... Mais c'est une bonne idée. Mais il faut qu'on soit soutenu politiquement. C'est-à-dire qu'on répartit les eaux brutes avant traitement, une meilleure répartition sur le territoire, ce qui nous permet de... Eh bien, nous n'aurions pas eu le problème que nous avons sur Séguino. Si l'eau brute pouvait être acheminée directement à Saint-Joseph, l'eau brute, eh bien, il y a toujours de l'eau dans le nord. Qu'il y ait sécheresse ou qu'il n'y ait pas sécheresse, la rivière La Capote, le cas de La Capote, c'est en créole. Hein? C'est La Capote, elle a fait la capote. C'est la capote. Sans capote. Bon. Il y a de l'eau, c'est pas toi qui je veux le dire. Il y a de l'eau dans cette rivière toute l'année. Oui. Toute l'année. Donc en prenant cette eau brute en la conduisant, comme tu le préconises, jusqu'à Saint-Joseph, eh bien, nous aurions résolu une bonne partie du problème. Parce que là, on est bien d'accord. Nous sommes entièrement d'accord. C'est pourquoi nous, on avait pris un raccourci qui est plus... C'est celui de Saut-Gendarme. Saut-Gendarme, oui. Bon, quand on arrive à Deschaux, on peut avoir un réservoir à Deschaux. Et par gravité, on arrive à Saint-Joseph. On peut avoir un réservoir plus bas. Enfin, c'est possible techniquement. Simplement, la volonté politique n'y est pas. Et il y a un frein énorme, quand nous avons émis cette idée au niveau de la CTM, qui a une grosse responsabilité dans l'affaire. Alors, lorsque nous disons ça, il y a ceux qui tombent de l'armoire, qui sautent
comme un cabri du fauteuil, nous n'inventons rien. Hein. Ça, c'est notre Bible. Le Code général des collectivités territoriales. Tout est dedans. Tout est dedans. Ça, c'est dernier. Il est encore chaud dans les mains, 2021. Absolument. Et lorsque nous leur disons, voilà ce que dit le texte. Il n'y a pas de parole par là, il n'y a pas de telle radio, il n'y a pas de parole, mais pour l'instant, c'est la population qui souffre. Absolument. Il y a beaucoup de souffrance. Lorsque il nous est venu à l'esprit de dire, mais il faut chercher les pesticides dans l'eau, ça n'a pas été simple. Christian Sulé, le premier directeur de l'ARS, nous a suivis. M. Mancini, préfet de l'époque, il nous a suivis. Et on est allé chercher les pesticides qu'on a trouvés dans l'eau. Mais entre-temps, nous, on avait aussi, ça c'est pas le dernier, l'origine des cancers de Martinique. Lorsque nous avons montré ce registre aux différents scientifiques avec qui nous travaillons, je vais vous montrer que c'est ça. Ils ont compris la réalité martiniquaise. Et ils nous ont demandé de continuer. Maintenant, si c'était bon goût, mais ils vont la nouiller là, de l'autre côté. À partir de ce que nous avons ingurgité, alors que la réglementation vous dit, voilà, c'est ça, vous respectez la réglementation, nous avons toujours demandé à nos parlementaires de modifier cette réglementation. Absolument. Pour permettre qu'on puisse sauver la Martinique en termes de santé. Tout à fait. C'est ce qu'on parlait de l'évolution de la réglementation. Évolution de la réglementation. Mais c'est pas compliqué. On peut être leader mondial sur la question. Pour qu'il faut nous attendre notre la feuille. Et sur ça, c'est vraiment la transition. Vous avez un deuxième volet, c'est le volet hospitalier. Oui. Et ces jours-ci, on entendait tout et n'importe quoi. Par contre, si c'est génération nous qui fait ça, c'est là qu'on regarde le nombre de camarades. Soyons le cric. Ils ont couché tel côté, ils ont le cric. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce que s'il n'y a pas de virus, Covid, ils ne peuvent pas aller de ça. Ils ne peuvent pas faire qu'à dire. Je ne sais pas qui. Ils vont au CHPI. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est arrivé trop loin là aujourd'hui? Dans quel domaine? Mais le refus de faire rentrer des personnes qui sont atteintes d'autres pathologies. Ah, tu parles de la concurrence. Le fait qu'aujourd'hui, coronavirus et autres. L'hôpital, c'est coronavirus, point. Maintenant, moi, j'ai un problème. Parce que moi, j'ai un mal qu'à dire. Non, monsieur, venez dans 6 mois, dans 8 mois, m'a besoin d'un poussier. Non. On ne peut pas accepter ça. Alors, effectivement, je m'occupe de l'eau, tu l'as bien dit. J'ai souvent dit, j'ai beaucoup dit même depuis le début de l'émission, que l'eau est un élément très impactant sur la santé. Alors, si je m'occupe également, je suis président du conseil de surveillance du CHU de la Martinique, tu vois bien qu'il y a un lien. Oui. Pourquoi c'est de responsabilité, mais comme... Mais c'est Césaire qui m'avait confié ces deux responsabilités. Parce qu'il a toujours considéré, je t'ai dit tout à l'heure, dès son arrivée à la mairie de Fort-de-France après la Seconde Guerre, que l'eau est un élément important de la santé et que par conséquent, la santé et l'eau étaient imbriquées. Donc on m'a confié ça, c'est pourquoi je m'en occupe. Tu as tout à fait raison. Il y a une prévalence, enfin tu n'en as pas parlé, mais c'est comme si tu en avais parlé. Aujourd'hui, il y a la pandémie coronavirus, Covid-19. Et aujourd'hui, nous sommes saturés. C'est-à-dire que le CHU est saturé. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des lits supplémentaires pour accueillir les gens atteints par ce virus. On a à peu près une trentaine de lits occupés. Ça a bondi avec le fameux variant anglais. Il y a une poussée très forte au cours de ces dernières semaines. Ça a doublé. Et attention, nous étions à un rythme de 7 morts par semaine. Les gens ignorent ça. À un rythme de 7 morts par semaine. Et la difficulté pour le Covid-19, c'est que si vous n'êtes pas placé tout de suite en réanimation, tu sais quelle est la conséquence? Mais c'est la mort. Tout simplement parce que vous n'avez plus la maîtrise de vos voies respiratoires et vous mourrez. Autrement dit, pour éviter une mort certaine, si vous n'êtes pas mis en réanimation, il faut vous donner la préférence. Quelqu'un qui attend une opération des yeux, sa vie, bien sûr, c'est toujours grave, hein, ou quelqu'un qui attend une opération cardiaque, etc. On n'annule pas toutes les interventions. Elles sont reportées. Elles sont reportées, mais toutes les interventions qui nécessitent une intervention aussi rapide que le Covid-19, c'est maintenu.
on ne reporte que les interventions qui ne conditionnent pas le maintien en vie des patients. Autrement dit, quelqu'un qui est avec le Covid-19, qui ne peut pas respirer, si vous ne pouvez ni boire ni respirer, vous mourrez. Je sais que c'est ça. Alors quelqu'un dont la mort est certaine, eh bien, on a augmenté, et le CHU était saturé. On a même obtenu le concours de la clinique Saint-Paul. C'est l'occasion de remercier, n'est-ce pas, Nabil Mansour, qui est, n'est-ce pas, le patron de la clinique Saint-Paul, qui en a pris parce que le CHU ne pouvait plus accueillir des gens, je répète encore, dont la mort était pratiquement écrite si ces gens-là ne pouvaient bénéficier d'une assistance respiratoire en réanimation. Donc c'était ça la réalité. Alors, fallait-il ou faut-il avoir un hôpital 2 fois plus important dont les lits resteraient inutilisés toute l'année? Parce que là, nous sommes dans une pandémie, ça a un caractère exceptionnel. Donc pour répondre clairement à ta question, ne sont reportés, et ça on le regrette d'ailleurs, on le regrette, ne sont reportés que les interventions pour lesquelles la non-intervention ne se traduit pas par un décès assuré, comme c'est le cas pour le Covid-19. Mais nous le regrettons et il faudrait que nous revenions très vite à un rythme de fonctionnement normal. Alors il y a aussi les équipements, mais il y a aussi les soignants qui font des heures supplémentaires, les médecins, les infirmiers, les soignants. Vraiment, c'est une situation extrêmement difficile parce qu'un hôpital, quel qu'il soit, c'est pas seulement chez nous. Dans certaines régions de France, les hôpitaux, les effectifs, les équipements ne sont pas conçus pour recevoir en si peu de temps autant de malades qui sont pratiquement, n'est-ce pas, à quelques encablures, n'est-ce pas, de décès. Donc il y a une semaine, on a eu 9 décès. Oui. Alors Yvon, donc là, en termes de prévention, oui. En termes de prévention, nous sommes très surpris de voir comment ça fonctionne chez nous. Nous écoutons régulièrement tous les débats au niveau national et international. Et aujourd'hui, l'état d'esprit est autour de quoi? Tout se chope à la maison. À la maison. Pas dans la rue. Dans les magasins. Et aujourd'hui, il y a des équipements. Nous avons à un moment donné basculé notre architecture vers l'architecture européenne. On a supprimé toutes les ventilations naturelles dans une maison. Et aujourd'hui, on a des équipements, comme par exemple celui-là, c'est une partie, pour pouvoir renouveler l'air à l'intérieur des maisons, purifier, pour qu'on puisse dormir tranquille et éviter qu'on puisse se choper toutes sortes de virus. Et les écarter. Et ça, c'est un outil qu'on devrait avoir dans chaque maison. Ça, c'est, disons, du micro. Mais il existe de plus performant, de plus gros, pour les centres commerciaux. Les grands ensembles qui, avec la climatisation, nous renvoient tous ces virus. En tant qu'homme politique, en tant que riche pays, est-ce que c'est pas là qu'il faut qu'on puisse frapper? Alors, bien évidemment, toutes les solutions qui s'inscrivent dans le cadre d'une prévention, oui. La première chose à faire, c'est de prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, quand vous êtes en situation difficile, vous faites du curatif, mais le mieux, c'est de faire. Cet instrument, si ça peut permettre de contribuer à la prévention des infections de toute nature, on ne peut que souscrire à son extension, c'est un extracteur d'air, en fait, qui est connecté. C'est l'une des parties. L'une des parties. Bon, il extrait l'air, il est monté sur le climatiseur, s'il y en a un climatiseur. Tout à fait. Quand le climatiseur s'arrête, lui, il foule l'extérieur dans la maison. Et quand le climatiseur est arrêté le soir, pour revenir le lendemain matin, il fait la totalité de vidage d'air de la salle ou de la pièce dans laquelle vous dormez. Donc c'est pourquoi ça, c'est un équipement qui de plus en plus arrive sur le marché, qu'on devrait accompagner au niveau des populations, mais aussi nous nous adressons à nos architectes. Revenons à la menuiserie. La fameuse jalousie, Martinique. Prenons l'exemple de lycée Chercheur. On a démoli le lycée Chercheur, on a retiré nos menuiseries qui avaient un rôle énorme, efficace, pour mettre de la climatisation. Mais on marche la tête. Je prends le cas de l'hôpital Zobda Kitman. Très bien ventilé. Dès qu'on ouvre une porte, tout ça vient d'un la vol. Mais oui. Il suffit d'équiper en menuiserie pour orienter cet air pour qu'on puisse vider l'air ambiant de l'hôpital. Parce que c'est pas normal qu'on rentre à l'hôpital
Je vais aller dans Malcadi et puis je vais avoir un virus. Tout à fait, c'est les fameuses jalousies martiniquaises. C'est des jalousies martiniquaises, c'est adapté, n'est-ce la pas, magnifique de la Martinique. à notre climat. Oui. Tout à fait. Non, on est peut-être que favorable à ce type d'équipement. Alors, le problème est de voir comment favoriser, n'est-ce pas, son implantation dans le maximum de foyers possible. C'est également le cas pour les jus solaires. Donc il y a des dispositifs qui sont en place pour accompagner les particuliers, les aider, les subventionner. Donc ça devrait bénéficier d'un dispositif à peu près similaire. Oui, ça participe à un rééquilibrage sanitaire de notre île. Tout à fait. Tout le monde reconnaît que les problèmes ne se posent pas parce qu'il y a malaria, ça se pose dans la maison. Absolument. Ça se pose dans des salles fermées. Fermées, avec... c'est vrai qu'il est certain que dans une maison, quand il y a une réunion familiale, en règle générale, on tombe les masques. Oui. Et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui soient à la tête du virus pour que ça se propage beaucoup plus aisément et pour que le virus reste concentré dans l'espace où étaient ces personnes. Donc cet extracteur serait effectivement de gros secours dans les mesures de prévention qu'il conviendrait de mettre en place. Ça, c'est sûr. Autre fait, lorsque nous écoutons l'actualité, on entend tellement de choses que des fois, t'es tout capété. Ah bon? En matière hospitalière, certains vous disent qu'on a été sous-équipé, qu'on a tardé, enfin beaucoup de choses, j'entends tout. J'ai entendu qu'il y a une nouvelle programmation d'installation à Trinité. C'est en entrant au bout de Trinité, là, il y a un hôpital qui devrait être fait là. Alors ça fait partie du CHU. En fait, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, le centre hospitalier universitaire, c'était le CHU de Fort-de-France. C'est l'hôpital qui se trouve à la Ménard. Oui. Et à côté de cela, il y avait l'hôpital du Lamentin et il y avait l'hôpital de Trinité. Et depuis un peu moins de 10 ans, ces trois ensembles ont été regroupés pour créer non pas le CHU de Fort-de-France, mais le CHU de la Martinique. Donc on a fusionné l'ancien CHU de Fort-de-France, que je présidais d'ailleurs avant la fusion, l'hôpital de Trinité et Montgoville-Saint de la Martinique. Donc ces trois entités constituent le CHU de la Martinique que j'ai, n'est-ce pas, l'honneur de présider, CHU de la Martinique. Et l'hôpital de Trinité, le débat qui est posé aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, ça remonte depuis DIN, depuis 2007 DIN, 2007, depuis le cyclone DIN, qui avait quand même véritablement fragilisé l'hôpital de Trinité. Depuis cette date, il est question, même avant la fusion, il était déjà question de reconstruire l'hôpital de Trinité. Il y a eu des promesses fermes pour la reconstruction, malheureusement qui n'ont pas été tenues pour des raisons vraisemblablement de financement. Mais en tout cas, la communauté hospitalière d'une manière générale, et particulièrement ceux qui travaillent à l'hôpital de Trinité, y compris tous les élus, sans exception. Les élus de la Côte, on peut penser que ce sont les élus de la Capitale, tous les élus de la Martinique, puisqu'il y a eu d'ailleurs une réunion à Trinité, unanimement, les élus de la Martinique se sont prononcés unanimement pour la reconstruction de l'hôpital de Trinité, y compris d'ailleurs les actuels dirigeants de cet hôpital. Donc il y a unanimité. Et d'ailleurs, il y a eu une avancée significative qui a été opérée par le gouvernement, puisqu'il y a des fonds. Voilà, il y a un financement qui a été débloqué, et c'est de nature à nous permettre de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Donc il y a eu des financements qui ont été débloqués. Donc j'ai bon espoir que cet hôpital soit reconstruit dans des délais les plus brefs. Vous savez, ça demande du temps, des études, etc. Oui. Mais avant même la reconstruction, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de maintenance qu'il faut rattraper. De confortement au niveau de l'hôpital. Confortement, de sécurisation pour l'hygiène, pour la sécurité. Donc c'est un vaste dossier. D'ailleurs, encore à la date d'aujourd'hui, il y a un mouvement social qui n'est pas encore tout à fait éteint, même si des réponses ont été apportées. Donc tout ceci constitue le CHU de la Martinique. Alors, en dehors du CHU de la Martinique, nous avons découvert tout récemment qu'il y a un transfert de l'hôpital du Saint-Esprit vers le François. D'accord. Et ce transfert nous pose problème. Parce qu'avec la survenue des sargasses,
Oui. Tout le matériel qui est au François s'abîme. Oui. Les patients qui sont là, ce sont des personnes, ce sont des seniors qui y vont. Double peine. Quel a été l'intérêt de sortir les équipements de l'hôpital du Saint-Esprit pour les transférer là-bas, quand aujourd'hui on sait qu'il y a un gros problème qui n'a rien à voir avec la maladie, ni l'homme. Alors la vraie question, elle est un peu différente. Il y a ce qu'on appelle, c'est depuis même le gouvernement précédent, qu'on avait lancé l'idée d'un groupement hospitalier de territoire, GHT. Groupement hospitalier de territoire. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour avoir plus de performance globale, il faut revoir la spatialisation, enfin la répartition des moyens sur l'ensemble du territoire. Autrement dit, il faut mutualiser ce qui peut être mutualisé. C'est pour cette raison qu'il y avait ce qu'on appelait, il y a eu un essai qui a été fait, groupement hospitalier à partir de l'hôpital du Marin. C'était le Sud, y compris Saint-Esprit, dont tu as parlé. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y avait un début de réflexion pour la mutualisation des moyens. Mais quand on mutualise les moyens, c'est pour améliorer les réponses qu'on apporte aux usagers. Donc il ne s'est pas agi de déshabiller Trois-Îlets au bénéfice de soi. Ces trois hôpitaux faisaient partie d'un même groupement. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais simplement, pardon de t'interrompre, c'est son lieu d'implantation. Le transfert se fait dans une zone qui aujourd'hui est polluée. Alors ça, c'est une autre question. Tout le monde sait ce que produit comme agression les sargasses. Voilà. Alors, donc, ils le savaient au départ lorsqu'ils ont fait ce calcul. Alors, la question est en cours d'être revue. Alors, je t'ai dit... Donc, on reviendra vers le Saint-Esprit, j'espère, assez rapidement. Non, c'est-à-dire mais que... pas avec du matériel bousillé. La philosophie a un peu changé. J'y ai même un peu contribué. Je dis que la Martinique n'est pas trop grande. Non. Pour qu'on puisse imaginer, pour qu'on ne puisse pas imaginer un groupement hospitalier, un GHT, non pas sur une portion du territoire, mais sur l'ensemble du territoire. Alors l'idée, c'est pas seulement de faire un groupement du Sud, un groupement du Centre, un groupement du Nord, c'est faire un groupement hospitalier de territoire sur l'ensemble de la Martinique, et les réflexions sont en cours. Les réflexions sont en cours sur l'ensemble de la communauté hospitalière. Ce sont les professionnels, les soignants, les administratifs. Il y a des groupes de travail qui se sont constitués et qui réfléchissent à un groupement hospitalier de territoire sur l'ensemble de la Martinique avec une répartition plus optimale, plus efficace des équipements. Alors peut-être qu'on va revoir cette question-là. Est-ce qu'il faut prendre les équipements qui sont en fonction de la survenue des crises de sargasses? Parce que c'est une situation de crise, il faut voir comment positionner les équipements. Mais la grosse difficulté, il faut le dire très clairement, nous sommes là pour parler franchement. S'écouter et se comprendre. Au niveau, quand on se pose la question de la répartition des équipements sur l'ensemble du territoire, on s'aperçoit que le Grand Nord n'est pas suffisamment bien desservi. Le Nord, quand vous laissez Trinité et que vous allez vers Grand-Rivière, il y a beaucoup de population, n'est pas suffisant. D'où l'intérêt de renforcer l'hôpital de Trinité. Fort-de-France est équipé de PZQ, c'est-à-dire l'hôpital La Ménard. À peine à 10 km, on a le Lamentin. C'est-à-dire que c'est trop proche. Donc l'idée serait de renforcer Trinité pour couvrir toute la zone nord. On peut couvrir la zone sud par rapport au centre. Et puis regardez du côté de la côte Caraïbe, on a déjà regroupé Carbet, Saint-Pierre, Prêcheur. Donc c'est une réflexion pour mieux répartir les moyens, les équipements sur l'ensemble du territoire. Et cette question que tu poses fort justement sera traitée dans ce cadre-là. Les réflexions sont en cours et ce GHT sur l'ensemble du territoire de la Martinique devrait, je l'espère en tout cas, voir le jour avant 2 ans. Et à ce moment-là, cette question sera... Alors bien évidemment, on ne pourra pas déplacer l'hôpital du Lamentin qui est très proche de l'hôpital de Fort-de-France. Mais la priorité des priorités, c'est mieux servir le Nord. Et en particulier, faire de Trinité un pôle important. Un pôle important, c'est ce que demandent les élus. Je crois que ça relève du bon sens, le plus élémentaire. Sous-préfecture de Trinité, l'hôpital est déjà là, il y a une expérience de plusieurs années. Dans le cadre du CHU, il faut renforcer, reconstruire. Et bon, les soignants, parce que dans un groupement hospitalier de territoire, on réfléchit quant au positionnement des pathologies et des spécialités. Donc il faut voir où on place cette spécialité en fonction de ce qu'on observe sur le terrain, etc., etc. Mais il faut que Trinité soit un pôle suffisamment polyvalent pour desservir tout le Nord. Alors le Nord Atlantique, moins le Nord
Caraïbes et tout le nord Atlantique jusqu'à Gros-Rivière. Président, avant de se quitter, Oui. le contre-pouvoir existe. Nous, on a fait le choix du contre-pouvoir. Oui. Et on a constaté, lors des dernières élections, les 3 présidences des EPCI ont été mises en place. Oui. Cap-Nord, l'Espace Sud, Cassel. Cassel. Mais les CCSPL, le contre-pouvoir n'a jamais été mis en place. Nous avons saisi le préfet à ce niveau, nous n'avons pas encore de retour. Et cette absence de contre-pouvoir fait que le vrai débat à l'intérieur même de ces 3 instances se passe dans la rue, ce qui permet de dire tout et n'importe quoi, alors que là, lorsque nous sommes membres, nous obtenons tous les documents, tout ce que j'ai là, ma pas avoir les pièces côté, ce sont des documents que nous recevons officiellement parce que nous faisons partie de ce contre-pouvoir. Tout à fait. Est-ce que toi, tu vas militer pour que les 3 EPCI puissent respecter le contre-pouvoir et l'installer? Alors, je te réponds tout de suite, évidemment oui, pour une raison simple. C'est que c'est réglementaire. Non seulement réglementaire, mais nécessaire. C'est réglementaire et indispensable. Et tu as tout à fait raison de souligner qu'il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Si vous mettez en place un pouvoir sans contre-pouvoir, vous aboutissez À la dictature tropicale. à la dictature. Il faut toujours de contre-pouvoir. Sinon, le pouvoir, c'est la maîtrise des incertitudes. Et le pouvoir aussi nécessite que l'information soit transparente et largement diffusée pour que ce contre-pouvoir s'exerce dans des instances, mais également au sein de la population. Quand vous faites de la rétention d'informations, le contre-pouvoir ne peut pas s'exercer. Donc il y a le contre-pouvoir institutionnel, c'est-à-dire CCSPL, ce sont les institutions qui ont prévu de mettre ces instances en place pour assurer un premier niveau de contre-pouvoir, ou plutôt un deuxième niveau. Le premier niveau de contre-pouvoir, c'est l'opposition qui siège dans ces structures. Oui. Il y a une majorité et une opposition contre-pouvoir. Ça, c'est le volet politique. Les politiques. Mais on sait très bien que parfois, même quand il y a une opposition, il y a quand même parfois des tendances à la dictature. Pas de la dictature, mais à l'autocratie. Oui. Disons plutôt, il y a une tendance naturelle à l'autocratie. C'est-à-dire quand on a le pouvoir, on oublie parfois de le partager. Au déniglote. Voilà, donc l'autocratie. Donc il y a déjà une opposition qui fait ce qu'elle peut. Il y a ces instances CCSPL, c'est un deuxième niveau de contre-pouvoir. Mais le troisième niveau est aussi important que les 2 premiers. C'est le contre-pouvoir qu'exerce la population, c'est la démocratie participative. Et pour que ça puisse s'exercer, il faut que l'information circule. Et l'information ne peut circuler que par l'intermédiaire de ces structures CCSPL, à l'intérieur desquelles siègent les associations qui ont un pouvoir de diffusion de l'information au niveau de la population. Mais dès lors que vous ne mettez pas en place ces instances, eh bien vous faites de la rétention de l'information et vous cassez le jeu normal de la démocratie. Donc je suis tout à fait d'accord, je vais m'y pencher. Il faut absolument que ces structures soient mises en place. D'ailleurs, elles sont prévues. La loi prévoit. Par la loi, par la réglementation. Donc ça sera mis en place. C'est vraisemblablement un problème de délai administratif, mais ça sera mis en place. Je ne suis pas d'accord avec vous, ou pas d'accord avec moi. Mais on se parle, on finit par échanger et se comprendre. Tout à fait. Ou quoi coûter moi, et on met en place les choses. Tout à fait. Or, il y a certains, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est qu'on compte moi. Ça, il faut qu'on cesse avec ça. En tout cas, Yvon, merci d'avoir participé à notre émission. Nos auditrices et auditeurs ont écouté religieusement. Nous avons de plus en plus d'informations dessus. Tout à fait. Et ils comprennent ce qui se passe. La Martinique, ce n'est pas un grand pit. Tout à fait. La Martinique, c'est un grand théâtre. Tout à fait. Il y en a pour respecter l'autre. Et ce n'est pas un combat coq. Ce n'est pas un combat coq. Et nous disons souvent, si on n'est pas d'accord avec madame, chaque fois qu'on a été par fenêtre, là, par été femme. Bien sûr. Alors c'est bon, côté de l'aile, nous pas d'accord. Donc nous pas contre lui. En tout cas, merci, les téléspectatrices et téléspectateurs. À très bientôt. Et on continuera à faire venir chez vous des personnes de compétences, des personnes du pays. Merci encore. Mais c'est à mon tour, n'est-ce pas, de remercier donc, les téléspectateurs, vos auditeurs. C'est vrai, le temps nous a manqué. Nous n'avons pas eu le temps de parler de tout ce qui est mis en place pour l'eau. Il y a le plan d'urgence, il y a le plan de relance, il y a tout ce que nous faisons en matière d'interconnexion des réseaux pour mieux passer les périodes de sécheresse. Tout ça, c'est en cours, mais nous aurons vraisemblablement, et tout ce que nous avons déjà fait d'ailleurs, notamment à Châteauboeuf, pour mieux alimenter toute la zone Sahara
pour mieux les alimenter en eau. Donc il y a beaucoup de choses. Sarah vous a libéré 25 mètres cubes. Oui, ils ont fait un très beau projet là de 25 mètres cubes. Et ceux qui sont contre. Parce que pour faire de l'essence, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Donc si nous ne voulons pas donner de l'eau à la Sarah, on revient au Mulet. Alors c'est pas qu'on ne veuille pas leur donner de l'eau, mais en tout cas, il faut absolument qu'ils aient de l'eau. Il faut fonctionner ici, pas ni, on retourne au Mulet. Et c'est tout le pays qui est bloqué. Oui, il n'y a pas d'essence. Mais ils ont un très bon projet écologique de dessalement. Qui va démarrer là. Qui va démarrer. Il faut saluer ça. Oui. Et ça nous permettra, n'est-ce pas? C'est une solution qui est apportée à la problématique globale de l'eau. Et il faut qu'on s'en réjouisse, puisque ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la transition écologique. Donc il faut saluer cette initiative. Merci encore et puis à très bientôt. Eh bien, c'est à moi de te remercier encore une fois et puis merci aux auditeurs et aux téléspectateurs.